Salut Bertrand, comment vas-tu? Mais salut Donna, quel immense plaisir de t'entendre. Écoute, je suis à COP21 à Paris pour essayer de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Et puis toi, tu es au milieu de l'océan Indien, à la voile, avec l'énergie éolienne. La rencontre est magnifique. Et puis au moins, contrairement à Solar Impulse, tu n'as pas un masque à oxygène sur la figure, donc je t'entends très très bien. Et que j'espère que tu auras de bonnes nouvelles à nous annoncer à la fin de cette COP21 et qu'on aura finalement des résolutions d'énergie verte. Ça serait super. Mais écoute, ici, c'est vrai qu'il y a un très grand enthousiasme au niveau du monde politique, au niveau du monde industriel, au niveau de tous ceux qui devraient changer quelque chose à la société, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les négociateurs ne restent pas bloqués sur leur position. Il faut que les négociateurs acceptent de faire un certain nombre de concessions aussi et de ne pas vouloir tout tirer à eux. Donc c'est aussi un peu une recherche de record ici, hein, un record qui se passerait le mieux possible. Mais dis-moi, comment ça se passe chez toi? J'ai des images magnifiques devant les yeux. Écoute, ça se passe bien, on avance pas très vite, on bute sur une dorsale donc qui se déplace pas très très vite. Donc voilà, on la rattrape, on ralentit, après on repart, mais voilà, ça devrait dans quelques jours ça devrait aller mieux et ensuite les portes ouvertes du Pacifique devraient être devant nous avec une météo relativement bonne. Mais là pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour l'équipage parce qu'on avance tout de même à 32 nœuds à l'instant. Mais c'est pas beaucoup pour ce bateau, donc voilà, c'est un petit peu frustrant. Mais c'est déjà incroyable, 32 nœuds. Hein. Tu es à plus de 50 km à l'heure de moyenne. On voit que ces nouvelles technologies dans la voile, ces nouveaux matériaux permettent des choses absolument incroyables. Mais c'est clair que pour toi, c'est en permanence une gestion de course. Hein. Pour battre un record aussi incroyable que celui-là, il faut pas simplement aller plus vite que le bateau qui est à côté, il faut aller le plus vite de ce que tu peux. Et c'est vraiment impressionnant hein, pour ceux qui te suivent. Mais en fait, je sais pas si toi tu pilotes ton avion de la même manière, mais nous, on peut pas. Le but, 45 jours, c'est long. Comme toi, un tour du monde, ça va être long. Et donc, on peut pas pousser la machine à 100% tout le temps. Le but, c'est d'arriver avec un bateau en bon état pour justement les derniers milles et boucler le tour du monde. Donc on est toujours un peu sur la retenue, sauf évidemment quand les conditions sont légères, bah là on va à 100% de la polaire. Sinon, dans des rares cas, comme ça a été le cas juste à l'entrée de l'Atlantique Sud, où pendant 3 jours on a dû naviguer vraiment à fond, on peut le dire, parce qu'on était à des moyennes au-dessus de 40 nœuds. Et à la barre, on se relayait souvent pour justement maintenir ces vitesses. Mais sinon, voilà, la technique, le bateau, c'est que reste un sport mécanique. Et il faut préserver la machine autant que possible si on veut boucler ce tour du monde. Et puis je pense qu'il faut préserver l'équipage aussi. Comment est-ce que tu gères le côté sommeil, le côté repos? Ça doit être un gros défi sur une durée aussi longue. Hein. Nous, on n'a pas des vols aussi longs que ça. Comment tu fais sur 45 jours ou 40 jours? Alors, on travaille par des quarts. En gros, on dort 3 heures, on travaille pendant 5 heures et on redort pendant 3 heures de temps. Un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on a des stand-by dans ces 5 heures de travail, mais en gros, c'est ça. Et c'est vrai que la fatigue, il faut aussi savoir la gérer. Quand les conditions sont un petit peu plus clémentes, l'équipage peut se reposer un petit peu mieux, mais en tout cas pas plus. On reste bloqué dans ces quarts et ces heures de sommeil qui sont prédéfinies à l'avance. Maintenant, je sais que toi, tu utilises l'auto-hypnose. Honnêtement, on n'a pas eu le temps avant de partir, mais si un jour je suis amenée à refaire un tour du monde, je viendrai prendre conseil parce que c'est vrai qu'il est difficile de s'habituer à s'endormir rapidement et de se réveiller tout aussi rapidement tout en restant lucide et performant. Oui, c'est un peu dommage de mon côté. J'étais tellement pris par mes préparatifs et mes propres activités aussi sur COP21 que j'ai un peu omis de venir spontanément vers toi. J'aurais dû venir te dire, écoute, il y a des techniques d'auto-hypnose que je pourrais t'enseigner. Parce que ce qui est intéressant dans l'auto-hypnose, c'est de pouvoir se couper, se dissocier du stress et de la concentration du pilotage.
Mais écoute, on peut quand même se faire une fois une discussion par téléphone satellite et puis je serais ravi de te montrer déjà un certain nombre de techniques à distance parce que finalement, la technique approfondie, c'est peut-être un peu compliqué, mais une certaine approche de la technique, une initiation, c'est relativement rapide et peut-être qu'on pourra faire ça un de ces jours. Ok, c'est super. Écoute, si tu veux bien, je vais te passer Yann qui va te dire un petit mot et comme ça vous pourrez parler énergie justement et technique. Et je sais qu'il avait plaisir à échanger aussi avec toi. Et donc si tu veux bien, je vais te le passer. Hein. Très volontiers, très volontiers. Et puis Donna, écoute, on pense tous à toi avec l'équipe de Solar Impulse. On t'encourage et on sait que tu vis des moments intenses qui doivent être absolument fantastiques, même s'il y a certains moments difficiles, ça doit être fantastique. On pense tous à toi, on t'encourage. André Borchberg, mon associé et ami, n'est pas à côté de moi en ce moment, mais on pense souvent à toi. Et puis tu m'as dit que tu étais cet hiver en Antarctique, donc moi logiquement quand tu y seras, je devrais déjà être sur le retour. Mais c'est un joli clin d'œil, ça me fait plaisir de me dire que tu seras en fin des comptes pas si loin. Mais oui, c'est vrai que je regarderai par le hublot en descendant sur l'Argentine si je te vois remonter la côte est de l'Amérique du Sud. Mais je pense que c'est là que tu seras, hein, parce qu'à la vitesse et avec la qualité de ton bateau, moi j'ai très bon espoir que tu y arrives rapidement. Hein. En tout cas, je t'embrasse et je te félicite. Ok, je te passe Yann. Ciao, bisous, ciao Bertrand. À bientôt. Ciao Donna, à bientôt et ça me fait plaisir de parler à Yann aussi. Allô, allô. Allô Yann? Ouais, salut Bertrand. Et salut, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'entendre, écoute. Raconte-moi un petit peu tes impressions et tes émotions. Non, tout va bien, comme tu peux le voir, c'est un océan Indien qui est plutôt assez pacifique, quoi. Il n'y en a pas beaucoup de vent, comme t'as dit Donna, on bute un petit peu sur un système météo devant nous, donc on le rattrape, après on ralentit, donc c'est pas propice vraiment à la vitesse, mais bon, on fait une route plein est, donc c'est route vers la maison, donc ça se passe plutôt bien, et dans 2-3 jours le vent devrait se renforcer, on va accélérer un petit peu, mais sinon tout se passe bien à bord. C'est un peu gris, quoi. C'est vrai que l'Indien, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est assez monotone. Heureusement, on n'a pas vu d'iceberg. Ce matin, on est passé à 10 000 sous un gros iceberg qui faisait 200-300 mètres. On l'a pas vu, mais c'est vrai que ça a été un petit peu le stress là des 3-4 derniers jours où il y avait pas mal d'icebergs sur notre route. Mais là, ça devrait aller un peu mieux. On fait route en gros sous la Nouvelle-Zélande et on devrait, si tout se passe bien, atteindre la Nouvelle-Zélande dans un peu plus de 2 jours et vraiment empanner tout près de la Nouvelle-Zélande. Donc non, ça va bien à bord. Après, je sais pas si tu es au courant, mais on a eu un petit souci, on a percuté quelque chose et c'est vrai que là on est en bâbord à mur. Quand on se met en tribord à mur, on peut pas utiliser le foil. Donc il y a Antoine à bord ça fait 3 jours maintenant qui bricole un petit peu sur l'appendice pour essayer de le réparer pour qu'on puisse le réutiliser dans le Pacifique. Mais sinon tout va bien à bord. Et c'est terrible, hein, le nombre de débris qu'il y a sur ces océans. C'est de la folie, hein. Se dire qu'il y a tellement de débris que les bateaux commencent à être mis en danger eux-mêmes. C'est dommage. Mais écoute, parlons de choses positives. Qu'est-ce que tu utilises comme énergie? Qu'est-ce que tu as comme source d'énergie? Comment est-ce que tu la stockes? Parce que ça, c'est forcément, vis-à-vis de Solar Impulse, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais, alors, c'est vrai que nous, on a des batteries au lithium. Et on a deux sources d'énergie possibles à bord. On en avait travaillé sur une troisième qui était l'hydrogénérateur. Donc une petite turbine qui était sous le bateau, mais on n'a pas réussi à la mettre complètement au point avant le départ. Donc ce sera pour les prochaines aventures. Sinon, juste à l'arrière, là, en ce moment on l'a enlevé, mais on met une éolienne. Donc qui nous produit, on consomme un petit peu à bord, en moyenne on consomme 10 à 12 ampères heure. Et l'éolienne, quand ça marche bien, qu'on a un apparent d'une trentaine de nœuds d'apparent, on arrive à débiter 7 à 8 ampères, donc c'est assez efficace.
Et après, on a fait le parti de pas prendre de panneaux solaires parce que contrairement à toi, nous, c'est vrai que bon, on a peu de zones où il y a du soleil et c'était plus de poids que de voilà d'énergie possible accumulée. Et après, on a juste une petite génératrice qu'on fait tourner 1 à 2 fois par jour, qui consomme très peu et qui fait le complément de l'éolienne. Donc c'est vrai que on essaye d'être le plus vert possible. Je pense que dans les années à venir, on va être complètement vert, surtout avec l'hydrogénérateur, parce que pour nous, c'est une vraie révolution. Maintenant, la difficulté sur un multicoque, c'est on va tellement vite qu'il y a pas mal de turbulences sous la carène et donc ça ventile un petit peu et c'est pas encore super efficace, mais j'espère qu'à l'avenir ça le sera, parce que toi sur ton avion c'est 100% solaire, c'est ça? Alors effectivement, nous on est 100% solaire parce que si on mettait une hélice et un générateur qui utilise l'avancée dans l'air pour produire de l'énergie, on créerait en fait plus de résistance que l'énergie accumulée. Donc en fait, l'énergie qu'on accumulerait ne permettrait pas de compenser la perte d'altitude qu'on aurait avec la génératrice. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de fonctionner qu'au solaire. Toi, tu as plus de choix effectivement. Hein. Tu peux avoir l'hydrogénérateur, tu peux avoir de l'éolien, tu peux avoir du solaire. Moi, je pense que d'ici quelques années, on aura des enduits solaires qu'on pourra mettre sur les voiles ou le long du mât pour produire aussi de l'énergie. Mais en tout cas, c'est clair que pour toi, dans l'état actuel de la technologie, c'est l'éolien qui est le meilleur et qui te freine le moins. Ouais, non, c'est sûr, c'est l'éolien, parce que toi, tu as besoin si pendant 10 heures, t'as pas de soleil, c'est problématique, ou c'est quoi ta capacité de stocker l'énergie? Alors, nous, on stocke de l'énergie de 2 manières. C'est en énergie potentielle, donc en montant en altitude pendant qu'il y a du soleil, on monte jusqu'à 9000 mètres. Et pendant la nuit, les 4 premières heures sont gratuites, en fait, sur le plan énergétique. On se laisse redescendre jusqu'à 2000 mètres. Et à partir de là, on termine les 10 heures suivantes avec les batteries au lithium. On a des batteries au lithium polymère qui sont rechargées pendant le vol de jour. Hein, c'est automatique pendant qu'on vole la journée. Ce qui fait qu'on peut voler la nuit, on atteint le lever de soleil suivant et on continue de manière à pouvoir voler de manière perpétuelle, sans apport d'énergie fossile. Mais c'est sûr qu'il faut se retrouver le lendemain matin avec du soleil. Et c'est tout le travail de nos météorologues. On a 2 météorologues, on a les ingénieurs de Altran qui nous calculent les trajectoires pour qu'on reste au soleil. On a tous nos ingénieurs de vol. Donc je pense que comme pour toi, il y a aussi beaucoup de back-office. Ouais, non, c'est sûr, c'est très similaire. Mais je pense que ça doit être plus stressant dans ton avion que sur notre bateau, parce que nous, s'il n'y a pas le soleil ou pas de vent, il va pas se passer grand chose. Par contre, toi, c'est clair qu'il doit quand même y avoir un petit peu de stress quand les conditions annoncées sont pas trop bonnes ou turbulentes aussi, non? Alors c'est vrai que c'est extrêmement stressant parce que si on n'a plus d'énergie et qu'on est au-dessus d'un océan, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est à s'éjecter, parce que c'est un avion qui est complètement électrique, ce qui fait qu'on considère que si on amerrit, même avec un reste d'énergie statique dans l'avion, on risque d'être électrocuté. Donc il faut sauter en parachute avec le canot de sauvetage. Donc c'est vrai que le moment où on n'a plus d'énergie, c'est le moment qu'on redoute le plus avec André, c'est le cauchemar. Mais jusqu'à maintenant, quand André a traversé du Japon à Hawaï, c'était 5 jours et 5 nuits de vol, il restait tous les matins entre 10 et 15%, 10 et 12% d'énergie en moyenne. Donc ça permettait vraiment d'atteindre le lever de soleil suivant et de continuer. Ouais, c'était juste limite, quoi. Et la prochaine aventure après le Pacifique, c'est quoi alors? Alors, à partir d'avril prochain, on se remet en route pour le vol de Hawaï jusqu'à la côte ouest américaine, et puis ensuite traverser des États-Unis, ensuite l'Atlantique. Alors, je rêve évidemment de piloter Solar Impulse de New York au Bourget, ce serait absolument fantastique. Et puis ensuite le retour sur Abu Dhabi. Ouais, génial. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un magnifique projet, et tu sais qu'à bord là, tous les marins, ils sont sensibles à ça, et c'est assez fantastique de pouvoir échanger avec toi. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir, et je sais tout ce qu'il y a comme travail d'équipe dans un projet comme ça, donc va faire une grosse accolade amicale à chacun des membres de ton équipe, de ma part, de celle de l'équipe de Solar Impulse, d'André Borschberg.
parce que c'est vraiment un travail fantastique. Et les images qu'on voit, pendant que je suis en train de te parler, il y a des images sur votre site internet qui sont extraordinaires, extraordinaires. Ben là, on te voit lever le bras. Non, c'est Donna, là. On voit de loin qui lève le bras, mais c'est des images qui sont prises de l'extérieur. Hein. Et on voit le bateau sur un foil qui avance. C'est juste magnifique, c'est splendide. Et puis la qualité du son, alors quand on se parle, est excellente. Hein. Comme je disais à Donna tout à l'heure, il n'y a pas de masque à oxygène comme dans Solar Impulse qui altère la qualité de la voix. Là, c'est vraiment parfait, c'est formidable.